Bonjour Pierre Giorgini. Bonjour. Nous venons de créer l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Donc on va reprendre chacun de ces mots qui ont chacun donné lieu à une discussion très argumentée. Donc d'abord, pourquoi l'innovation? Pourquoi l'innovation est importante aujourd'hui? Alors l'innovation est importante aujourd'hui, bien que ce soit effectivement un mot un peu valise, très à la mode si je puis dire, mais tel que nous l'entendons dans notre université, elle devient évidemment un objet essentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase très particulière de l'histoire du monde, même de l'histoire de l'humanité, où nous voyons bien que le monde tel qu'il nous a été donné doit être quelque part recréé. Et jamais la tension d'ailleurs n'a été aussi forte entre ce sens qui nous précède, c'est-à-dire cette humanité telle qu'elle nous a été donnée, et celle que nous sentons bien que nous avons à recréer. Et donc la question de l'innovation va être au cœur de cette tension. Et donc en tant qu'université contemporaine, nous devons nous situer au cœur de cette tension-là par l'innovation. Alors le deuxième grand mot, c'est écosystème. Alors ça fait référence à système, ça fait référence à écologie aussi, à éco, à économie, ça fait référence à la systémique. Pourquoi on parle aujourd'hui tant? Et effectivement, pendant 6 mois, là, nous avons parcouru le monde et on s'est aperçu à quel point ça faisait écho. C'est-à-dire qu'effectivement, un peu partout, ce mot est en train d'être réapproprié, d'ailleurs de manière assez différente selon les lieux. Mais partout, on parle d'écosystème. On voit bien que l'innovation portée par un inventeur, c'est plus tout à fait à la mode, mais c'est plutôt des groupes qui collaborent, qui co-créent ensemble. Alors pourquoi écosystème? Alors parce que c'est une des, d'ailleurs c'est assez décrit dans la transition fulgurante, c'est une des données de la transition que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que quelque part, on voit que par je dirais la combinatoire de 3 grandes transitions, une d'ordre technoscientifique qui est absolument fulgurante, une seconde qui est la transformation profonde du paradigme des systèmes de coopération, que ce soit d'ailleurs entre les objets ou que ce soit entre les objets et les humains et entre les humains eux-mêmes, avec l'émergence partout de ce qu'on appelle le mode coopératif ou le mode collaboratif ou le mode maillé, et qui se combine à son tour avec l'explosion de cette économie de la créativité, ce passage, comme dit le prix Nobel d'économie Edmund Phelps, de l'efficacité productive à l'intensité créative. Or, on voit que cette intensité créative, aujourd'hui, elle se niche dans ce que j'appelle les rencontres improbables, c'est-à-dire cette capacité à changer le paradigme global, l'organisation, y compris les processus de création de sujets ou d'objets innovants, sont en train d'être bouleversés, et du coup l'innovation radicale, l'innovation dont on sent bien, dont on a besoin compte tenu des enjeux nouveaux que sont les nôtres, sur le climat, sur l'écologie et tous les enjeux, y compris l'écologie humaine que nous rencontrons, eh bien l'innovation dont nous avons besoin, elle se niche probablement au cœur de ces rencontres improbables. Or ces rencontres improbables, il ne suffit pas de les stimuler, il faut aussi les organiser et il faut aussi les concevoir en écosystème. Si on conçoit ces rencontres improbables en processus collaborant, on n'aura rien fait de fondamentalement nouveau, et donc on risque de faire plus de la même chose. Or vraiment aujourd'hui, on a besoin de changer de point de vue, c'est de faire ce que l'école Palo Alto appelle un changement de type 2, c'est-à-dire de modifier notre vision du monde, et pour cela effectivement passer dans des processus en écosystème, c'est-à-dire des processus coopératifs qui font émerger par l'intelligence collective des innovations radicales qui probablement portent les germes d'un certain nombre de solutions par rapport aux enjeux que sont les nôtres, mais aussi portent en germe un certain nombre de risques. Et c'est en cela que notre université, qui se veut contemporaine, veut être présente dans l'expérience de ces écosystèmes pour jouer son rôle, c'est-à-dire à la fois d'aller chercher dans les opportunités que présentent ces écosystèmes, ce qui permet de nous faire avancer, je dirais, en gardant toujours en sous-jacent notre vision de l'homme, qui pour notre université est une vision chrétienne de l'homme, et donc d'être complètement présent dans ces transformations pour pouvoir en gros à la fois les expérimenter, mais aussi et surtout, je dirais, les interroger de l'intérieur et dénoncer aussi les risques que cela présente. Alors un autre mot-clé, le mot-clé suivant, c'est prospective.
Future Studies en anglais. La prospective a été en quelque sorte une sorte d'invention française parce qu'elle se distingue de l'approche du futur tel qu'on peut l'observer aux États-Unis. Pourquoi avez-vous souhaité qu'on mette l'accent sur la prospective ? Eh bien, parce que là encore, la prospective n'est pas indemne du changement de paradigme dont je viens de parler. On voit bien qu'aujourd'hui, il suffit de travailler avec les entreprises ou avec un certain nombre de communautés, y compris la communauté scientifique. On voit bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une prospective qui, au fond, essaierait de dégager une espèce de vision prédictive basée sur un certain nombre d'extrapolations. Aujourd'hui, les effets systémiques font que toute extrapolation devient extrêmement complexe. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon qu'on connaît bien. Donc la prospective dans l'idée d'être dans la prévision pure, même si on va évidemment augmenter nos moyens de prévision avec le big data, ceci étant dit, cette prospective-là, elle est aujourd'hui, à mon avis, dépassée au profit de ce que beaucoup appellent une vision chemin faisant. C'est-à-dire que nous devons évidemment à chaque fois essayer de regarder le plus loin possible avec ce que nous permettent nos yeux, si je puis dire, mais en même temps d'être ancrés dans l'action pour construire cette vision chemin faisant. Et aussi parce que j'ai une conviction, c'est que la prospective est une circularité, c'est-à-dire qu'il y avait des approches de la prospective comme étant au fond une vision scientifiquement démontrée sur laquelle on pouvait s'appuyer, et on se rend compte qu'en fait, cette vision scientifiquement démontrée peut être parfois incroyablement remise en cause par un certain nombre d'événements, et donc cette prospective, au fond, finalement, elle est une circularité puisqu'aussi elle a induit une vision, une figure fictive du futur. On sait bien que les auteurs de science-fiction ont probablement été les premiers bâtisseurs d'un futur, puisqu'ils ont servi à rentrer dans la narration populaire, dans la façon de se raconter l'avenir, un certain nombre de figures qui, du coup, deviennent plus familières. Et donc, l'auteur de science-fiction participe à la constitution d'une figure fictive de l'avenir. Je pense que c'est le cas aussi de la prospective. D'où l'essentiel pour nous, si on veut être à la fois dans l'innovation, sur des écosystèmes innovants et contemporains, pour réinterpeller, au fond, la vision de l'homme qui est sous-jacente à tout cela, l'aspect prospectif est fondamental parce qu'il est une circularité. Alors, les deux derniers mots, international et institut. International, on avait appelé au début le projet Institut de prospective internationale. Vous avez tenu à ce qu'on remonte international juste après institut pour bien marquer le fait que ce n'était pas un institut sur l'international, mais que c'était un institut qui était fondamentalement international. Parce que vous souhaitez que l'université catholique de Lille devienne plus internationale. Alors, quel sens a pour vous ce mot international ? Ça tient effectivement dans cette inversion. Si on avait mis Institut de prospective internationale, on peut très bien faire entre franco-français, sur le périmètre purement de la Cato, un Institut de prospective internationale, c'est-à-dire qui fait de la recherche sur la prospective internationale. Donc je trouvais que de mettre les mots dans ce sens-là, ça voulait dire que nous allions faire de la recherche-action sur la prospective internationale. Or, moi, ce qui me semblait important, c'est de dire que nous voulons faire de la recherche-action sur la prospective sur les écosystèmes innovants. Donc bien évidemment, faire une recherche de bon niveau sur les écosystèmes innovants nécessite d'être au-delà des frontières, et donc c'est consubstantiellement international. Sinon, on dirait que nous faisons de la recherche sur les écosystèmes innovants en France ou ailleurs. Par contre, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de donner à cet institut une dimension internationale. Ça veut dire avoir fait le choix délibéré de tenter de jouer dans la cour internationale sur ce que nous faisons en matière de prospective sur les écosystèmes. Le dernier mot, institut. Alors, quelle est la part de recherche, quelle est la part d'éducation dans ce projet, quelle est la part de MOOCs, de formation en ligne ?
Institut, en fait, c'est le mot le plus piégeant, c'est presque une concession à l'ancien monde, hein, puisque quand on est dans le nouveau monde, on est un peu ennuyé, évidemment, puisque des mots un peu embarquent, je dirais, le signifiant de certains mots embarque le signifié de l'ancien monde, donc on a parfois un peu de difficulté. Alors institut, parce qu'il fallait bien le nommer, moi j'aurais préféré peut-être l'appeler communauté, mais communauté internationale de prospective, voilà. Donc institut, on a souvent une représentation comme étant avec des murs, avec des enseignants-chercheurs, avec un contenu, avec une offre, etc. Bon, ceci étant dit, notre objectif, c'est quand même que cette communauté que nous constituons, qui doit être en interaction avec d'autres communautés, puisque si on parle d'écosystème, il serait un peu paradoxal que cet institut ne se pense pas comme un écosystème. Or, un institut ne porte pas dans sa sémantique le signifié d'un écosystème. On aurait pu aussi d'ailleurs l'appeler écosystème de prospective internationale. Mais enfin bon, on a choisi institut. Malgré tout, il y a derrière cet écosystème, cet institut, même si on le veut poreux, même si on le veut en interaction avec d'autres communautés, une offre qui doit être quand même identifiée. Et dans cette offre identifiée, il y a effectivement de la production de contenu qui me semble importante, mais surtout deux sujets qui sont en train d'émerger, mais qu'il va falloir faire émerger, à mon sens, plus rapidement et de façon plus volontariste, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire comment, dans nos pratiques quotidiennes, nous faisons de ce matériau produit concrètement, en quoi ça fait bouger nos lignes. Parce que je pense que justement la force de cet institut, au-delà des voyages apprenants et de la prise de connaissance de ce qui se passe, c'est bien d'offrir la possibilité d'une médiation permettant aux acteurs de l'institut de traduire cette connaissance dans leur réalité. Si je prends un exemple simple, nous sommes tous habités de nos voyages. Nous avons tous, moi j'ai été très marqué par mon voyage en Grèce il y a très très longtemps, j'ai été marqué par des tas de voyages, sauf que à aucun moment j'ai été marqué dans mon intimité, parfois même dans mon inconscient, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir, avec un tiers, avec un spécialiste de la philosophie grecque, etc., pouvoir un peu interagir et au fond identifier en quoi ça m'a fait bouger et quels sont les éléments qui m'ont amené à me réfléchir autrement, à réfléchir de la cité, à réfléchir, voilà. Et donc, ça, c'est le rôle de l'Institut. Ce n'est pas tellement d'apporter du voyage, c'est surtout de permettre aux acteurs d'avoir cette capacité à utiliser, au fond, les découvertes ou ce qu'ils découvrent par les voyages, en quoi ça me fait bouger, en quoi ça va m'amener à agir autrement, à penser autrement, à mieux appréhender. Donc ça, c'est une offre qui me paraît très très importante. Et la deuxième, et je crois que c'est ce qui est attendu, parce que cet Institut international de prospective, il n'est pas installé n'importe où, il est installé dans une université catholique. Et donc à partir de là, il y a un deuxième aspect qui me paraît fondamental, c'est de dire, nous, par rapport à tout ça, en tant qu'institution, nous avons une image, une vision sous-jacente de l'homme. Et cette vision sous-jacente de l'homme, elle vient interroger ce qui ressort de ces voyages et ce qui ressort de la traduction de ces voyages en termes de « et moi, qu'est-ce que j'en fais ?» Pas du tout pour imposer notre point de vue, mais pour permettre à des gens, même qui ne partagent pas notre vision sous-jacente de l'homme, c'est-à-dire notre vision chrétienne sous-jacente de l'homme, au moins d'être confrontés à des gens qui l'ont sur une base de valeurs, quitte à ce qu'eux en bâtissent une autre ou en aient une autre au nom d'autres valeurs. Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir dialoguer avec des gens qui ont des fondations. Et à la limite, on fait toujours une erreur que je trouve assez colossale, qui est au fond de dire, comme vous annoncez la couleur de votre appartenance catholique et chrétienne, alors vous annoncez quelles sont vos fondations, et alors on va se méfier, parce qu'on va se dire, au fond, attention, nous, on ne partage pas ces fondations. C'est faire, je dirais, une bien piètre image de soi-même que de considérer qu'on serait en mesure d'être, je ne sais pas quoi, je dirais, introduit dans une pensée qui ne serait pas la nôtre, ou qu'on serait à ce point tellement fragile qu'on se ferait embrigader dans un prosélytisme religieux. Non, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de confrontation entre gens fondés et qui annoncent l'origine de leur fondation. Et donc c'est ce que nous voulons être. Pas un institut qui va
faire la leçon, c'est-à-dire qui va dire voilà, nos fondements sont les bons et on vous demande de rejoindre ces fondements, mais de dire notre réflexion, elle est basée sur une découverte large, elle est basée sur un travail d'intégration dans les pratiques et elle se fait au nom d'un certain nombre de fondements. Et voilà quels sont nos fondements. Dites-nous quels sont les vôtres et rentrons en dialogue et en interaction. Merci beaucoup Pierre de cette présentation très détaillée et à très bientôt pour continuer à voir d'autres aspects de l'Institut. Merci.